Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Je pense qu'il y a quelque chose de très consolateur dans le fait d'écrire. Et c'est poreux, c'est-à-dire que tout ce qui peut vous arriver dans la vie, vous pouvez l'embarquer dans le roman. Un univers singulier et envoûtant. Ce sont peut-être les premiers mots qui surgissent lorsque l'on pense à l'œuvre de Carole Martinez. Depuis son premier roman, Le cœur cousu, épopée inspirée de la vie de son arrière-arrière-grand-mère andalouse qui a reçu de nombreux prix et a marqué de très nombreux lecteurs, elle nous embarque de livre en livre, avec sa plume de conteuse, vers des rivages insoupçonnés aux côtés d'héroïnes inoubliables. Après nous avoir menés au domaine des Murmures, dans la vallée de la Loue, à deux moments différents du Moyen-Âge, dans Du domaine des Murmures, prix Goncourt des lycéens 2011, et dans La terre qui penche, elle s'est rapprochée de notre époque avec Les roses fauves, et elle nous mène à présent dans un futur proche avec Dors ton sommeil de brute, son roman paru en cette rentrée 2024. Dans ce premier épisode de notre podcast, au fil d'un entretien ponctué de lectures et conseils de nos libraires, nous explorons le chemin d'écriture de Carole Martinez en plongeant dans son enfance auprès d'une grand-mère extraordinaire. Bonjour Carole Martinez et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Vous êtes aujourd'hui de passage à la librairie Dialogue pour nous parler de votre 5e roman, Dors ton sommeil de brute, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et c'est l'occasion de plonger dans votre œuvre et l'univers que vous déployez de livre en livre et qui n'appartient qu'à vous. Cet univers dans lequel le merveilleux fait irruption, peut-être qu'il vous vient d'abord de votre enfance qui a été, je crois, marquée par votre grand-mère. Est-ce que vous pourriez alors nous parler d'elle et des mondes dans lesquels elle vous embarquait ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invitée, puis vous dire qu'en fait, passer par ici, c'est toujours la deuxième date, en fait. Dès que je sors un roman, je fais une sortie à Noirmoutier chez Bénédicte et Vincent, qui sont des amis libraires, et puis je viens ici, et ensuite je vais à Quimper, chez Ravi. C'est une sorte d'habitude, et comme je suis très superstitieuse, et peut-être à cause de cette fameuse grand-mère, je suis ravie et je vous remercie pour ce que vous nous offrez à nous auteurs en nous permettant justement de venir parler des romans. Et c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir enregistrer ce podcast autour de notre œuvre, que vous nous suiviez si longtemps, que vous soyez là à nos côtés. Enfin, voilà, merci. Donc, ma grand-mère superstitieuse et ma grand-mère magique, parce que peut-être, oui, plus magique que superstitieuse presque. En fait, j'ai été élevée en partie par Mémé Nini, qui était très jeune en fait quand je suis née. Elle avait 42 ans. Donc, une très très jeune grand-mère, toute petite dame, qui était concierge boulevard du Montparnasse à Paris, qui, elle, est née en Algérie, comme mon père. Mon grand-père, lui, était meilleur soudeur d'Oranie. Donc, en 1948, quand papa avait 5 ans, ils ont fait la traversée et ils sont venus à Paris. Mon grand-père était embauché au PTT et ma grand-mère a trouvé cette loge de concierge. C'était une pièce unique dans laquelle ils ont vécu avec mon père, puis après ma tante. Et dans cette pièce unique, où elle m'a beaucoup, beaucoup gardée, j'ai des souvenirs extraordinaires de cet endroit. Parce que c'était salon, chambre, cuisine. Mais c'est surtout la cuisine, en fait. Et ma grand-mère était une extraordinaire cuisinière et elle avait tout le bassin méditerranéen dans ses casseroles. C'était à la fois les mantecao, les cornes de gazelle, le couscous, la paella, les migas, les oreillettes, les beignets italiens. Enfin bon, il y avait toujours ces parfums, ces goûts qui étaient liés à elle. Et elle avait aussi des prières. Elle avait des prières en espagnol qui ne devaient jamais être écrites, qui étaient données pendant la semaine sainte de mère en fille à partir de la puberté. C'était tout un truc. Et ça guérissait. Les chairs coupées, carne cortada, les chairs brûlées, le mauvais œil, les verrues. Ça sortait le soleil de la tête pour les insolations. Très, très, très utile à Paris. Mais elle croyait à beaucoup de choses, en fait. Et en fait, toutes ces croyances, c'était moi, je trouvais plein de poésie.
C'était des choses, des petits riens. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'utilisait pas de la poudre de mandragore ou j'en sais rien. Elle utilisait les choses de sa cuisine pour faire sa magie. Donc, c'était de l'huile, de l'eau, de vieux citrons et des mots. Et des mots. Et ce que j'ai toujours trouvé très, très beau, c'était une sorte de puissance des impuissants. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de pouvoir, mais il y avait ça. Il y avait cette force de ces mots magiques, de cette cuisine. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je lui ai demandé les prières, parce que ma tante, elle ne voulait absolument pas les avoir, s'en fichait un peu, elle n'y croyait pas. Alors moi non plus, je croyais pas. Mais je trouvais ça beau, j'avais peur que ça s'éteigne avec elle. Et je lui avais demandé ses prières. Elle me disait non, 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 c'est pas possible, t'y crois pas, tu vas en faire mauvais usage. Et finalement, j'ai commencé à écrire. Et le premier roman que j'ai écrit, c'est une histoire inspirée, bricolée autour d'une histoire de famille et autour de son arrière-grand-mère, Frasquita Carrasco. Et quand j'écrivais, je faisais des terreurs nocturnes. Et je voyais une femme. Et un jour, je vais dans le sud de la France parce que ma grand-mère, à la retraite, elle est allée dans un petit village qui s'appelle Marcillargues, à côté de Lunel, dans une petite maison de village. Et je vais là-bas et elle me dit, tu sais, elle est gentille, Frasquita Carrasco. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, parce que ta mère, elle m'a parlé de cette femme que tu vois la nuit et t'écris sur elle en ce moment. Je dis oui. Elle me dit, écoute, je crois que t'as le don. Je dis, mais quel don? Elle me dit, celui que j'ai toujours voulu avoir. Et j'ai dit, c'est quoi? Et elle m'a dit, tu peux voir les morts. Génial, mémé, je peux voir les morts. Mais elle me dit, elle est gentille, elle est gentille. Je dis, si elle est si gentille, si je peux voir les morts, pourquoi la première fois, elle était sur moi complètement, visage contre visage, comme ça? Elle m'a fait peur. Elle me dit, mais elle te connaissait pas. Elle est vieille, elle s'est mise très près pour te voir. Alors, quand on est vieux, on ne voit pas très près, mais là, elle voulait voir à quoi tu ressembles. Et toi, tu as crié, et toi, tu lui as fait peur. Je dis, mais je sais pas. Elle m'a dit, la fois d'après, elle était où? Je dis, elle était assise au bord du lit. Elle m'a dit, t'as crié? Je dis, oui, j'ai crié. Tu lui as fait peur. Et maintenant, elle est où? Je dis, c'est vrai, maintenant, elle est plutôt vers la porte. Oh, là, elle va partir, elle va partir. La prochaine fois que tu la vois, tu ne cries pas. Et tu lui dis, qui que tu sois, as-tu besoin de moi? Oui, j'ai encore un petit peu peur à chaque fois. Puis pour moi, c'est des terreurs nocturnes. C'est comme les enfants, quand ils se réveillent en plein milieu de la nuit, dans leur chambre, qu'ils ont la sensation qu'il y a quelqu'un. Et puis finalement, ils se réveillent une deuxième fois et ils voient que c'était le porte-manteau. Donc je dis, mais c'est pas... Mais enfin, voilà, ça, c'était ma grand-mère. Et c'était trop mignon parce que cette nuit-là, je me suis réveillée. Et qu'est-ce que j'ai vu au bout du lit? Ma grand-mère. Je dis, c'était toi. Elle me dit, non, moi je viens juste là, comme ça, parce qu'en fait, je voudrais dormir avec toi cette nuit, si c'est possible, histoire de voir. Moi, je lui dis, viens dormir. J'ai très bien dormi, pas elle, visiblement, elle a attendu toute la nuit le fantôme, qui n'est pas venu. Bon, et à partir de ce moment-là, ma grand-mère m'a dit, écoute, j'ai repensé, je vais te donner les prières. Et elle se donne qu'à la Semaine Sainte. Et j'ai été une très mauvaise petite fille parce qu'en fait, j'étais pas là à la Semaine Sainte cette année avec ma grand-mère. Et elle est morte après. Donc, en fait, j'ai jamais hérité des fameuses prières. Mais je pense que c'est mieux parce que je pense que je les aurais écrites, oui. Donc, comme ça reste quelque chose de fabuleux, de la tradition orale, oubliée. Et je suis tombée sur des lectrices du Cœur cousu qui m'ont dit mais vous savez, moi, je viens aussi d'Algérie et d'origine espagnole. Et je les ai, les prières. Donc, en fait, c'est quand j'ai écrit autour de ça, sans donner les prières, puisque je ne les avais pas. Et puis, j'en ai fait quelque chose d'un peu énorme, de ces prières. On peut lever les morts comme des gâteaux. C'est un truc... c'était beau d'avoir le retour des lectrices, de certaines lectrices qui m'ont dit, on les a.
Alors ce premier roman, c'est donc Le cœur cousu, qui est paru en 2007 après 14 ans d'écriture. Avant d'écrire, vous avez eu d'autres métiers, vous avez été comédienne, vous avez été professeure de français, et puis l'écriture est venue. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre chemin vers l'écriture, le moment où les premiers mots ont été écrits et le moment où vous avez su que vous alliez écrire un roman? Alors là, le moment où on sait qu'on va écrire, je crois que, en fait, on n'en sait rien. On sait qu'on aime écrire, on ne sait pas si on va pouvoir en faire sa vie de l'écriture. C'est un peu, c'est toujours un peu compliqué ça, mais le moment où j'ai compris que vraiment j'aimais écrire, je le dois à l'école. Alors quand on me pose la question, j'ai toujours la même réponse. Je pourrais en inventer des tas d'autres, mais c'est vrai en fait. La première rédaction, le sujet de rédaction donné par Madame Kieffer en 7e, donc CM2, qui en fait était un sujet d'ailleurs, alors que j'aime beaucoup Madame Kieffer, j'aimais beaucoup Madame Kieffer, mais le sujet n'était pas très intéressant. En vérité, c'était raconter vos vacances. Mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour la première fois, il s'était vraiment passé quelque chose d'exceptionnel dans mes vacances d'été, à savoir que j'avais quitté le territoire français et que j'avais passé une frontière. J'étais allée dans le pays de mes ancêtres. J'étais allée jusqu'en Espagne. Alors, on était partis avec mes grands-parents qui avaient une Renault 12 flambant neuve. Et on était partis avec mon frère, moi, mes grands-parents, jusqu'à l'Espagne. Et moi, je dormais sur la banquette arrière et mon frère dormait par terre. Ça se faisait à l'époque, pas besoin de ceinture de sécurité. Et puis j'avais demandé à ma grand-mère de me prévenir quand on traverserait la frontière. Parce que je me disais, ça va être quelque chose d'exceptionnel de traverser une frontière. Je vais sentir comme une sorte de membrane. Enfin, je me disais, il va y avoir un avant, un après. Je vais le ressentir physiquement, ce passage de la frontière. Tout va être différent de l'autre côté. Je ne veux pas rater ça. Et donc, j'ai écrit cette envie folle de traverser une frontière et ce que c'était ce que j'imaginais, tout ce que j'imaginais, j'ai écrit dans ma rédaction. Et puis, j'ai écrit aussi que ma grand-mère, elle m'a réveillée pour passer la frontière et que j'ai rien senti. Et j'ai écrit sur cette déception, sur le fait que mes grands-parents, ils parlaient français, espagnol avant, ils parlaient français, espagnol après. Finalement, il faisait nuit, il n'y avait pas de différence. On est passé comme dans du beurre, quoi. C'était pas intéressant. Et donc, j'ai raconté ça dans ma rédaction. Et j'ai eu la chance folle d'avoir une super bonne note. Je me suis éclatée en l'écrivant. Et puis, Madame Kieffer, elle l'a lu à la classe. Et la classe a ri. Donc, en fait, je me suis dit, mais c'est fabuleux d'écrire une histoire. Je me suis amusée comme une folle lors de l'écriture. Et la réception. J'ai eu la réception de la classe en direct et de ma prof de l'époque. Je me suis dit, mais j'adore ça, je veux encore des rédactions, toujours des rédactions. Et après, je me suis amusée comme une folle dans toutes les rédactions que j'ai eues, jusqu'en seconde, où malheureusement, il n'y en avait plus. Et donc, l'écriture a quitté, pour moi, le domaine scolaire. Et j'ai écrit des poèmes, je recherchais ce plaisir-là, des poèmes que je lisais à mes amis, que je lisais à mes parents. Et puis après, un jour, j'ai raconté l'histoire de mon aïeul. Je pensais que ça n'avait pas grand intérêt. Donc, de Frasquita Carrasco, j'ai raconté ça à une copine, à Sabine. Et je lui ai dit que j'avais une aïeule qui avait été jouée et perdue au jeu par son mari en Espagne. Et que les voisines, dans la nuit, l'avaient réveillée en lui disant « Frasquita, il y a un homme qui vient, qui t'a gagné, sauve-toi ». Et elle avait mis tous les enfants dans la charrette à bras, et puis elle était partie. Et puis d'après ma grand-mère, elle avait traversé une partie de l'Espagne. Et puis après, toujours d'après ma grand-mère, elle avait traversé la Méditerranée à la rame jusqu'en Algérie. Et puis, moi, je pensais qu'en fait, elle m'avait tellement seriné cette histoire, ma grand-mère, que c'était pas passionnant. Puis c'était l'histoire d'une victime. Et cette amie, Sabine, je me souviens, elle m'a dit, mais c'est incroyable, c'est une histoire fabuleuse. Et je lui ai dit, ah bon? Et puis à partir de là, je me suis dit, si un jour j'écris un roman, je pense que j'essaierai de réparer ça, quoi. J'essaierai de faire de cette femme, Frasquita Carrasco, que je considérais comme une victime, j'essaierai d'en faire une héroïne dans un livre. Et donc, j'ai commencé à rêver de ça, à écrire un roman un jour. En vérité, je n'ai pas mis 14 ans à l'écrire. J'ai mis beaucoup plus longtemps que ça. Frasquita, elle m'a accompagnée tout le temps. Et donc... vous voyez, c'était le rêve de terminer un roman un jour, mais sans jamais être certaine d'y arriver. Ça m'accompagnait, les personnages étaient là.
je les reprenais, je les laissais, je les récupérais quand j'en avais besoin. Dans des moments... En fait, je pense qu'il y a quelque chose de très consolateur dans le fait d'écrire. Et c'est comme une activité passionnante et c'est poreux, c'est-à-dire que tout ce qui peut vous arriver dans la vie, eh ben, vous pouvez l'embarquer dans le roman complètement fictif que vous êtes en train d'écrire. Donc en fait, il y a quelque chose entre la réalité et la rêvasserie et la folie pure et la fiction. En fait, il y a quelque chose qui circule et c'est ça qui me plaît. Après, je pourrais vous en raconter des tonnes, hein, parce que avant d'écrire et de terminer Le Cœur cousu, donc quand je dis 14 ou 15 ans, en vérité, c'est peut-être 22 ans, hein, pendant lesquels j'ai circulé avec mes personnages. Mais à un moment donné, j'ai passé le CAPES pour être prof de lettres, et à l'oral, j'ai pas réussi à parler. Vous voyez, ça va mieux là. Je peux maintenant. Mais à l'oral, j'ai pas été bien du tout à un moment et je me suis arrêtée de parler en leur disant « Vous n'avez pas la sensation que je vous dis n'importe quoi là ?» Et j'ai arrêté. Et donc, quand je suis sortie de mon oral du CAPES, je me suis dit « Ah, mais c'est complètement idiot, quoi. Tu peux pas être prof. Ils voudront pas de toi. T'as pas parlé. C'est fichu. » Donc, j'avais 3 semaines en attendant les résultats. Et je me suis dit « Mais quel bel échec quand même. Mais on va essayer de transformer le truc pour tenir debout. » Donc, je me suis dit, j'ai 3 semaines, je ne bossais pas, j'avais complètement abandonné ce que je faisais avant pour devenir prof, pour avoir un métier qui avait du sens, à mon avis. Et donc, je me suis dit, j'ai 3 semaines avant les résultats, il faut que j'écrive un livre. Le Cœur cousu, ce n'était pas possible, parce que je savais que ça me prendrait encore des années. Donc, je me suis dit, je vais écrire un livre pour la jeunesse. Et j'ai écrit un petit roman pour la jeunesse pendant 3 semaines. Et ça a été génial, ça a été, mais j'avais pas le CAPES, hein. J'ai pas eu cette année-là, je l'ai eu l'année d'après. Mais j'avais écrit un roman. J'avais écrit mon premier roman. Je pensais qu'il allait faire 50 pages, et puis finalement il en faisait 200, et il m'avait embarqué et il m'avait consolé. C'est pour ça, voilà, cette idée de consolation. Là, dans le dernier roman, il est évident que je me suis construite un cocon magnifique, une petite cahute dans laquelle j'ai pu me réfugier pendant ces dernières années. Et là, j'ai été tellement bien. J'ai eu beaucoup de mal à vous le donner. Ma première rencontre avec l'œuvre de Carole Martinez remonte à l'été 2009 et elle a assurément marqué mon parcours de lectrice. Jeanne Adélaïs, libraire à Dialogue, nous parle de 2 romans de Carole Martinez. Suivant le conseil enthousiaste d'une amie libraire, j'avais glissé dans ma valise un exemplaire du Cœur cousu et, étendue sur le sable d'une petite plage du sud de l'Espagne, je me suis plongée dans ce roman dont le décor se trouvait être le paysage de mes vacances. J'y suis entrée si intensément que je me souviens de cette lecture comme d'un voyage dans le voyage. Et j'en garde, aujourd'hui encore, un souvenir ébloui. Je l'ai relu il y a quelques jours afin de préparer cet enregistrement, avec la crainte d'abîmer ce souvenir, et c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai retrouvé avec un plaisir immense et un émerveillement renouvelé les personnages de cette histoire foisonnante et magique, et aussi, et surtout, la beauté mélodieuse et poétique de l'écriture de Carole Martinez. Son premier roman commence comme un conte. Dans un petit village écrasé de soleil et entouré d'oliveraies, la jeune Frasquita se voit confier par sa mère, à l'aube de sa vie de femme, un mystérieux coffret. Grâce à cette boîte à couture et au fil qu'elle contient, Frasquita va créer des œuvres d'une beauté rare, recoudre les ombres et les corps abîmés. Victime de la jalousie des villageois qui l'accusent de sorcellerie, jouée et perdue par son mari, Frasquita part sur les routes, entraînant dans son sillage ses 5 enfants. C'est le début d'un voyage mouvementé et épuisant à travers l'Andalousie. Leur chemin croisera celui d'un fantôme, d'un groupe de révolutionnaires et d'un ogre, avant de les mener de l'autre côté de la Méditerranée. Sous des allures de conte de fées, ce roman met en scène des thèmes universels qui résonnent aujourd'hui avec une acuité toute particulière. À travers l'histoire de Frasquita et de ses enfants, Carole Martinez dresse le portrait d'une femme forte qui s'affranchit des conventions pour conquérir sa liberté coûte que coûte. Elle interroge aussi la maternité, la place de la femme dans la société et les violences auxquelles femmes et enfants se trouvent confrontés. Autant de thèmes qui traversent le dernier livre de Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute, qui nous conte l'histoire d'Eva, une neurologue parisienne, spécialiste du sommeil,
qui a fui la capitale pour soustraire sa fille unique Lucie à la violence de son père. Réfugiées dans une maisonnette nichée au milieu des étangs Camarguais, elles font la rencontre de Serge, un bon géant solitaire. Au fil des jours, au contact de la nature, Eva et Lucie s'apaisent et reprennent vie. Mais la fillette est la proie de terribles cauchemars et, autour d'elle, des phénomènes aussi étranges qu'inquiétants se produisent. Avec les talents de conteuse qu'on lui connaît, Carole Martinez nous ouvre les portes d'un monde empreint de merveilleux et fait vaciller nos repères de lecteurs au point que l'on ne sait plus bien où se situe la frontière entre la réalité et la magie. On pénètre dans cet univers obscur en frémissant et l'on ne peut cependant s'empêcher d'y entrer plus avant, porté par le rythme de l'écriture. Bercé par d'inquiétantes mélodies, on plonge avec effroi dans les rêves sombres des enfants, et puis l'on s'émerveille de ces instants de grâce et de lumière qui nous surprennent au détour d'une page. Lire un roman de Carole Martinez, c'est un voyage hors du temps, une promesse d'émotion et un bonheur de lecture. Dors ton sommeil de brute, c'est un roman comme on en rêve. Dans tous vos romans, il y a aussi des personnages très forts, souvent des personnages féminins, souvent sur un chemin d'émancipation. Et parmi ces personnages féminins, il y en a plusieurs qui portent la lumière en eux. Je pense à Clara dans Le Cœur cousu, à Esclarmonde dans Du domaine des murmures, à Blanche dans La terre qui penche, à Lucie. Est-ce qu'ils font partie d'une même famille, tous ces personnages, pour vous ? Alors ça, c'est peut-être le petit côté espagnol aussi. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça génial. Il y avait quelques tantes encore qui avaient des prénoms espagnols. Je me disais, mais comment on peut nommer sa fille Dolores ? La douleur ou Soledad, la solitude, ou comment Martirio, le martyr. Je me disais quand même, c'était incroyable d'avoir des noms pareils, ou des prénoms pareils. Et en même temps, je leur trouvais une certaine beauté. Puis une certaine beauté aussi parce qu'il y a des diminutifs en espagnol et que Dolores, ça devient Lola. C'est tellement beau. Et que Soledad, la solitude, ça devient Sol, le soleil. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je pense que ce pouvoir comme ça, à la fois lumineux, douloureux et sombre de ces prénoms espagnols, ça m'a beaucoup poussée à les utiliser dans mon travail. Et c'est vrai que Frasquita, c'est un diminutif pour Francisca, et c'est Françoise, et Frasquita, j'entendais celle qui fait des frasques. Voilà, j'entendais, en plus avec Carrasco derrière, j'entendais une sorte d'élan, de vitalité, d'intelligence. Elle me paraissait déjà animée comme ça dans les sonorités de son prénom et de son nom. Donc après, je sais pas, j'ai déplié progressivement ce travail autour des prénoms. Et c'est sûr que j'ai Clara, mais j'ai en même temps Martirio. Et j'avais la sensation de travailler à la fois de l'ombre et de la lumière. Et dans le même roman, j'ai Soledad. Frasquita n'avait jamais essayé sa robe avant ce jour. Elle se prépara seule et l'enfila comme une nouvelle peau. Elle se regarda alors dans le morceau de miroir qu'on lui avait prêté. Elle n'y vit que des miettes d'elle-même, mais chacun des fragments qu'elle découvrait lui paraissait plus splendide que le précédent. Elle releva ses cheveux sombres, les tressa avec des fils de soie blanc et ocre et accrocha au haut peigne planté dans son chignon un voile somptueux d'une dentelle éclatante, aussi fine qu'une toile d'araignée. Le voile se déversait au sol en cascade, fluide et vivant, animé par les jeux d'ombre et de lumière. Dans le miroir, chaque boucle, chaque élément du chef-d'œuvre trouva sa place. Elle vit un regard profond, tellement noir dans tout ce blanc, elle vit ses lèvres ourler pour la première fois. Elle surprit même un sourire délicieux qu'elle ne se connaissait pas. Elle eut peur d'abord, tant cette image lui était étrangère, et il lui fallut un temps pour se familiariser avec cette femme en partance pour ses noces. Elle fit plusieurs fois le tour de la pièce et s'adopta. Quand elle ouvrit la porte de sa chambre, sa mère ne fut pas surprise. Elle n'osa pourtant pas l'embrasser de peur de la froisser. Ses yeux se promenèrent, tâchant de réfréner leur ardeur pour ne pas abîmer le magnifique ouvrage blanc, s'attachant tranquillement à chaque fleur, à chaque point,
se retenant de courir du voile de soie aux broderies du décolleté, mais détaillant chaque pli avec soin. Enfin, Frasquita traversa le patio et parut sur le seuil. Le cortège de femmes qui l'attendaient pour l'escorter par les rues jusqu'à la petite église se glaça. Il n'y eut plus que le bruit du vent dans les voiles. Frasquita surpassait en lumière la Vierge bleue de Las Penas. Un extrait du Cœur cousu de Carole Martinez. Il y a cet univers très particulier, ce merveilleux, l'univers des contes qui apparaît, mais à chaque fois de manière différente, avec une narration singulière, avec une exploration de différents genres littéraires. Mais est-ce qu'on pourrait dire tout de même qu'écrire pour vous, ce serait toujours arpenter le territoire de l'enfance, ces émerveillements, ces peurs, retrouver aussi un certain rapport au monde et au réel qui est propre à ce territoire? Moi, c'est une copine, Flo, qui m'a dit, mais de toute façon, tu écris depuis l'enfance. Mais j'écris depuis l'enfance, c'est-à-dire, j'écris depuis que je suis enfant, certes, mais c'est toujours l'enfant en moi qui écrit. Je pense, c'est vrai. Je pense que mes peurs d'enfant, mes douleurs d'enfant, mes rêveries d'enfant, mon imaginaire d'enfant, je pense qu'il ressurgit à travers l'écriture. C'est assez fou, mais je pense... mes traumatismes aussi, peut-être aussi, et ça peut se dire à travers de la fiction. Je pense que peut-être qu'un jour je le ferai, mais je crois que j'aurais beaucoup de mal à raconter directement ma vie. Ça me paraît compliqué. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose dans la fiction, il y a quelque chose de très viscéral, parfois. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour moi. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est dans un truc impossible, abracadabrant, qu'on est au XIIe siècle, au XIVe siècle, dans le futur, dans des rêves. Mais en vérité, ce qui sort à travers cette fiction-là, c'est sans doute l'intime, l'indicible, des choses extrêmement... transformée, bricolée peut-être par l'enfant que j'ai été, je sais pas, ou par l'adulte que je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est de la fiction et c'est vrai. Voilà. Et tout ce processus-là, il est inconscient. La façon dont il va creuser l'intime, ça se fait de manière inconsciente. Je sais pas, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Je sais pas quelle est la part de conscience et la part d'inconscience. Parfois, en fait, je sais très bien que ce que j'écris, ce que je suis en train d'écrire, je sais très bien que je suis en train de parler de la mort de ma mère. J'en suis complètement consciente. Mais ce que j'ai pu trouver absurde dans la vie réelle, ce que j'ai pu trouver abominable et déchirant et complètement une sorte d'abîme dans la vie réelle, à partir du moment où tout d'un coup ça vient dans l'écriture, il y a quelque chose qui prend sens. Grâce à l'écriture, c'est comme si la grammaire pouvait ligoter la douleur, faire que il se passe quelque chose et ça s'éclaire et ça devient beau. Et puis ça prend sens, mais vraiment. Et quand je vous parlais de fiction, et ça j'y tiens, de fiction viscérale, je pense aussi que la fiction c'est organique. Et organique dans le sens où tout, grâce à la narration et grâce à l'écriture, même à la voix, au style, eh ben, tout prend place dans un endroit qui fait un tout cohérent. Alors ça peut être complètement éparpillé et tout, mais il y a une cohérence. On trouve cette cohérence dans l'écriture. Enfin, il me semble. Et ce qui est beau, c'est que tout d'un coup, eh ben, c'est pas inutile. Voilà. Ça existe, ça bat. C'est communicable. L'autre en face, il peut peut-être vibrer sur quelque chose qui vous a touché et qu'on peut pas exprimer autrement. Et tout d'un coup, on sait que on est plusieurs et qu'on peut penser des choses similaires ou ressentir des choses similaires. Et donc, on sort de la solitude dans laquelle peut nous plonger certains moments de nos vies.
la littérature et l'écriture, comme un fil qui se tisse entre nous tous. C'est la fin de ce premier épisode de notre podcast avec Carole Martinez. À suivre donc dans un deuxième épisode dans lequel nous découvrirons les coulisses de son nouveau roman « Dors ton sommeil de brute ». Nous espérons que cette première plongée dans le parcours et l'œuvre de Carole Martinez vous aura donné des envies de lecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des livres cités au fil de la conversation en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.